Bonsoir tout le monde. Je suis la Slim Mariam, élève ingénieure en deuxième année génie civil à l'école Hassania des travaux publics et chef de la cellule revue formation au sein du forum EHTP Entreprise. Vous êtes les bienvenus dans cette première masterclass qui sera organisée par le forum et présentée et animée par Monsieur Olivier Perrin. Je donne la parole maintenant à Monsieur Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de votre invitation et donc je suis ravi ce soir de partager avec vous le sujet qui fait l'objet de ma spécialité, donc l'économie circulaire au sein des entreprises et des territoires. Donc pour ma part, Olivier Perrin, je travaille au sein du bureau d'études LCMAI Environnement en France. Je suis responsable du développement du bureau d'études. Donc LCMAI, c'est un groupe spécialisé sur deux pôles d'activité, un pôle numérique et un pôle ingénierie de l'industrie et de l'environnement. Nous sommes répartis sur à peu près 12 agences sur le territoire français. Je suis par ailleurs professeur de l'université associée à l'IPGP, l'Institut Physique du Globe de Paris, dans le cadre de cours que je dispense sur le sujet de l'économie circulaire, de la prévention et de la gestion des déchets, en licence pro, master auprès d'étudiants. Donc j'ai une double casquette à ce jour. Et donc aujourd'hui, il m'a été proposé, donc le forum EHTP Entreprise m'a proposé d'intervenir sur le sujet de l'économie circulaire en entreprise et au sein des territoires. Donc je vous propose en fait d'évoquer un petit peu ce sujet au travers de trois thématiques. D'une part, l'économie circulaire. Pourquoi est-ce qu'on parle d'économie circulaire aujourd'hui et quels en sont les enjeux? L'économie circulaire, c'est quoi, hein, de quoi on parle finalement concrètement, qu'est-ce que l'économie circulaire? Et puis l'économie circulaire dans sa mise en pratique. Ok, c'est très bien l'économie circulaire, mais concrètement, comment ça marche? Donc, j'ai choisi quelques exemples, quelques illustrations pour vous présenter ces différents sujets. Pour faire le point sur les enjeux autour de l'économie circulaire, il faut bien comprendre que tout ça s'inscrit dans une continuité de sensibilisation aux questions environnementales, hein, le développement durable qui est apparu dans les années 80-90 et qui aujourd'hui vient renforcer les enjeux largement connus, ou en tout cas sur lesquels il m'est important de revenir un petit peu de manière synthétique. Pourquoi on parle d'économie circulaire aujourd'hui? Certes, on pourrait pointer une conscientisation généralisée, hein, de tout le monde, des acteurs économiques, du public, des territoires, des pays. Mais en réalité, le sujet, il est bien plus concret que ça. Il est que depuis 40 ans, on a multiplié par 3 la consommation des ressources pour permettre aux différents pays du monde d'accéder à l'ensemble des besoins, des biens de consommation ou d'aménagement et d'infrastructure. Et tout ceci a généré en fait un impact sur les ressources considérable, hein, puisque, encore une fois, en 40 ans, les ressources consommées ont été multipliées par 3, de tout ordre, hein, qu'on parle des ressources fossiles, des ressources minérales, des ressources organiques, pour tous les biens de consommation et d'aménagement dans l'ensemble des pays. Si on regarde un petit peu les chiffres plus concrètement, en termes de situation aujourd'hui et de projection dans le futur, et je m'appuie sur des chiffres d'horizon économique, hein, pas forcément d'horizon environnementaliste ou militante, donc c'est assez objectivé. On voit que la consommation des ressources, hein, depuis les années 90 jusqu'aux années 2000, et même encore aujourd'hui 2020, ne fait qu'augmenter, toujours plus vers une croissance quasi exponentielle. Et quand donc ça, ce sont des graphes qui ont été présentés en France, à Paris, aux assises de l'économie circulaire, les premières assises de l'économie circulaire en 2014. Les assises de l'économie circulaire qui se reconduisent tous les 2 ans en France. L'OCDE propose une projection des consommations et des besoins en ressources assez nette, hein, quand même, en 2060. On va doubler les consommations de sable et gravier, on va multiplier par 2,5 les consommations de métaux, on va encore multiplier par 2 les consommations de charbon, on va multiplier pratiquement par 2 également les consommations en calcaire, multiplier par 3 le bois, pratiquement plus de consommation de pétrole brut, puisqu'on sait que c'est une ressource qui tend à s'épuiser, de 50% les céréales et d'un quart les fruits et légumes. Donc on voit bien que
on est encore dans une croissance des consommations de ressources parce que les pays continuent à se développer, parce que les habitants des différents pays et des villes ont accès à plus de biens de consommation, à plus de confort de vie, et tout ceci a des impacts sur les ressources consommées. Si on prend d'autres chiffres clés, en moins de 30 ans, on a plus que triplé le nombre de métaux différents que nous utilisons dans nos différentes applications industrielles. Vous avez ici une mine de terres rares en Chine, et quand on regarde les différents métaux qui sont utilisés dans nos applications, dans nos équipements, que ce soit les téléphones, les voitures, les avions, les éoliennes, même l'ensemble des équipements de production d'énergie renouvelable, comme les panneaux photovoltaïques, etc., les ordinateurs. Bref, tout ceci fait appel à énormément de ressources métalliques et de plus en plus. Un autre exemple que j'ai choisi, et je ne souhaite pas rentrer dans un hyper détail de la situation, mais pour poser les enjeux, ce sont des chiffres assez concrets. Quand vous construisez une maison, on consomme 200 tonnes de sable. Quand on construit un hôpital, on consomme 3000 tonnes de sable. Et quand on construit 1 km d'autoroute, on consomme 30 000 tonnes de sable. Et donc, on voit bien que les usages de la modernisation et de l'aménagement des pays nécessitent de plus en plus de ressources, puisque la population augmente, les pays se modernisent, se développent et font appel à toujours plus de consommation de ressources. En France, par exemple, et dans le monde, donc en France, la production totale de granulats est établie à 365 millions de tonnes, dont 2% issus de granulats marins. Et dans le monde, on considère près de 845 000 barrages qui freinent considérablement le rechargement naturel des côtes en sable. On ne parle pas ici d'une ressource renouvelable, on parle bien ici d'une ressource épuisable et finie. Et la France produit chaque année environ 20 millions de tonnes de déchets de béton, et seulement encore une infime partie est recyclée aujourd'hui. Alors je vous parlerai plus facilement de la France parce que c'est dans ce pays que je vis et que je travaille. Mais en réalité, la situation dans les autres pays, on va le voir avec quelques autres chiffres, est d'autant plus et tout aussi compliquée. Si on essaie d'avoir une vision très macro et d'ensemble dans le monde, en 2018, selon cette étude internationale de ce cercle économique, le Circle Economy, qui a produit un rapport sur l'économie circulaire, sur une année de référence 2015, donc ce document est sorti en 2018, on voit que seulement 9% des déchets, des matériaux, des déchets produits dans le monde, disons, ont été recyclés. 9% des matériaux consommés. Et que donc 90% ont fait l'objet d'une mise en décharge ou d'une non-gestion, tout simplement. Et donc on voit bien les enjeux de la situation d'aujourd'hui. On est au XXIe siècle, on est en 2021, et on est seulement à peu près à 9% de recyclage des matières dans le monde. Alors c'est une vision extrêmement macro, donc extrêmement globalisée. Il y a évidemment de très grandes divergences d'un pays à l'autre, mais c'est vrai que ça donne un ordre de grandeur. Et ce qui est intéressant de noter sur ce graphique également, c'est que ces 9% ici de recyclage ne contribuent absolument pas à freiner la consommation des ressources. Et ce graphique va plus loin. Si nous recyclions 25% des ressources consommées, on aurait encore cette hausse de consommation. Si nous recyclions 50%, on serait encore à ce stade de consommation. Et si nous arrivions à recycler 100% de nos déchets, malgré tout, il y aurait une légère hausse, une légère tendance à la hausse des consommations des ressources. Et donc, ce constat nous dit quoi? Il nous dit tout simplement que si on investit tout sur le recyclage, ça ne suffit pas. En réalité, l'économie circulaire ne peut se satisfaire uniquement du recyclage. Il est nécessaire, en plus, de prévoir une moindre consommation des ressources, comme on va le voir tout à l'heure dans la définition d'économie circulaire. Parce qu'en réalité, certains vous diront, écoutez, moi ça fait 30 ans que je fais du recyclage, donc l'économie circulaire c'est bien gentil, mais moi je fais du recyclage, donc j'ai rien à apprendre. En réalité, l'économie circulaire nous apprend, l'esprit, la logique de l'économie circulaire nous apprend que tout miser sur uniquement le recyclage n'est pas suffisant, ne permet pas d'endiguer l'épuisement des ressources. Et donc c'est bien ça le sujet qui est pointé dans mon propos. Si on prend quelques autres approches,
Ici, j'ai choisi donc la même source, hein, mais présentée sous une autre forme. On voit bien que l'ensemble des matériaux consommés ici pour l'ensemble des activités humaines dans le monde, eh bien, crée un stock global d'immeubles, de biens mobiles, immobiles, les objets que nous utilisons, les lieux d'habitation, les routes, etc., qui un jour, par démolition, fin de vie, etc., finissent en déchets et repartent vers un abandon des matériaux, ce qu'on appelle classiquement la mise en décharge. Et seulement 9% de ces matériaux-là retournent dans une logique de recyclage. Et j'ai également trouvé un article que j'ai trouvé intéressant, issu d'un journal qui est connu, hein, Le Temps, donc c'est un grand quotidien suisse, qui pointe que, une étude scientifique qui pointe que pour la première fois en 2020, la masse totale d'objets humains surpasse désormais la biomasse globale du vivant. Désormais, l'humanité a produit plus de matière, d'objets artificiels de par le monde en poids que l'ensemble de la biomasse du vivant cumulée. Donc c'est une estimation, bien entendu, hein, nul n'est capable de dire au gramme près et au jour près ce jour du dépassement, mais c'est pour situer des ordres de grandeur. Désormais, l'humanité a fabriqué plus de matière artificielle que le vivant de par le monde. Si on regarde, alors je ne rentrerai pas dans le détail pour ce soir parce que je n'en ai pas le temps, hein, mais je vous invite à regarder ce document dans le détail que vous pouvez télécharger ici. Vous avez ici le détail de la distribution et des usages des flux considérés, hein, des flux de matières minérales, des flux de matières organiques, des flux de ressources fossiles, des flux de différentes extractions que nous réalisons sur le milieu naturel ou pour l'ensemble des ressources géologiques, eh bien, on voit leurs différentes distributions, alors qu'il n'est pas très visible ici, effectivement, sur le graphique que je vous montre. Mais c'est assez intéressant de voir comment est réutilisé et à quoi sont affectées ces différentes ressources. Et au final, on voit ici, de la même manière que dans mes graphes précédents, l'ensemble des matériaux abandonnés qui terminent dans des décharges. Et seulement ces fameux 9% que l'on reboucle dans différents flux ici. Donc tout ceci regarde l'ensemble des quantités de matière consommées de par le monde, extraites de par le monde, qualifie pleinement ce qu'est l'économie actuelle. Nous sommes dans une économie linéaire et non pas circulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis toujours, hein, depuis que l'homme développe ses activités, hein, depuis l'origine des temps, j'allais dire, il y a extraction dans le milieu, et il y a consommation, usage et puis abandon, et qui amène à une production de déchets que l'on sort le plus loin possible des villes et que l'on enfouit. Et tout ceci, si vous discutez avec des spécialistes, remonte à l'origine des temps, hein, puisque par exemple des archéologues vous témoigneront que dans des anciennes carrières à silex, les carrières très riches en matériaux on en exploitait que les plus beaux morceaux, et il y avait beaucoup de déchets non utilisés, alors que dans des carrières à silex assez pauvres en minerais, chaque kilogramme était utilisé jusqu'au bout. Et donc, on voit bien que la notion d'abondance et de rareté a très rapidement imprégné les activités humaines dans leur logique. Hein. Abondance égale gaspillage et on jette, alors que rareté égale rebouclage et recyclage. Donc, on voit bien combien nous sommes imprégnés de cette culture, de cette logique, je n'ose pas parler de culture, mais en tout cas de cette logique de fonctionnement linéaire. Mais aujourd'hui, à la différence des temps anciens, nous sommes pratiquement 8 milliards d'habitants sur Terre. Tous les pays se tendent, assez légitimement d'ailleurs, à se développer et souhaitent se développer, et donc créent une pression sur les ressources considérables. Donc on voit bien que cette logique de fonctionnement ne permet plus d'avoir une économie dite linéaire, mais nécessite d'avoir une économie qui intègre le recyclage et le rebouclage des matériaux. Si on regarde un peu quelques avis d'experts, alors j'ai choisi un des plus médiatisés, hein, Dominique Bourg, qui est un professeur des universités de l'université de Lausanne, mais qui est également un économiste reconnu, qui est également philosophe et professeur à la faculté des géosciences de l'environnement de l'université de Lausanne. Il dit: nos économies industrielles ont fait une razzia sur les gisements terrestres de métaux et ont épuisé toutes les réserves jusqu'à une profondeur de 100 mètres. Hein, entendez bien, toutes les réserves connues aujourd'hui, elles ont jusqu'à une profondeur de 100 mètres, elles ont été totalement épuisées. Et donc, les activités minières consomment déjà aujourd'hui, de par le monde, 10% de l'énergie mondiale produite. Donc, on voit bien les enjeux
posée par l'extraction des ressources. Les matières premières sont aussi de moins en moins concentrées dans l'écorce terrestre, et donc la concentration moyenne, par exemple du cuivre, que l'on peut prendre en exemple, était de 1,8% en 1930, elle n'atteint aujourd'hui plus que 0,5%. C'est-à-dire que quand vous prenez 1 kg de minerai de cuivre, de bauxite, eh bien aujourd'hui, on n'en trouve plus que 0,5% de cuivre pur à raffiner, alors qu'il y a pratiquement 90 ans, on en trouverait pratiquement 2%. Donc on voit bien le niveau d'épuisement des ressources. Donc oui, c'est grave, car s'il fallait produire la quantité de cuivre annuelle à partir de son état de dispersion naturelle, la totalité de l'énergie primaire annuelle produite dans le monde n'y suffirait pas. Donc on voit bien qu'on est sur une situation qui est disproportionnée. Ça ne fonctionne aujourd'hui que parce que certains pays ont la capacité d'extraire à grand renfort de coûts énergétiques et de moyens industriels ces minéraux, mais que d'autres pays, dont d'autres pays, ne bénéficient absolument pas. Je vais assez rapidement terminer sur les enjeux pour rentrer dans le vif du sujet de l'économie circulaire en tant que telle, mais quelques notions encore intéressantes. Quel est le matériau qui paraît le plus évident à recycler depuis toujours? On pense au verre, mais on pense aussi au fer. Le fer est un métal que l'on a tous inconsciemment comme à l'esprit comme étant un matériau facilement recyclable. Eh bien, selon Dominique Bourg, dans ses calculs récents, la consommation des ressources naturelles croît plus vite aujourd'hui que le PIB mondial. Et donc, au rythme actuel de son développement, le taux de recyclage mondial actuel du fer atteint 62%. C'est-à-dire que, alors qu'on est sur un matériau qui est totalement recyclable, on n'en recycle que 62%. Mais en réalité, ces 62% recyclés aujourd'hui de par le monde, ça ne fait gagner à la ressource disponible pour l'homme que 12 années. C'est-à-dire qu'en recyclant 62%, on prolonge la durée de vie des réserves de fer connues sur Terre de 12 ans. Alors, ça ne veut pas dire que dans 12 ans, on n'aura plus de fer. C'est simplement, on parle des ressources de fer connues, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on trouve encore d'autres ressources à extraire, mais que de toute façon, cette logique d'extraction intensive et cette logique de recyclage, même poussée à son maximum, là encore, j'essaye de vous le démontrer, ça ne suffit pas, puisque de toute façon, à court moyen terme, on épuise la ressource. Donc, comment faire pour finalement s'inscrire dans une logique beaucoup plus durable, beaucoup plus circulaire, et donc de permettre de pérenniser l'accès à des ressources, puisqu'en réalité, tout ce qu'on a extrait a été jeté, mais, ou en partie stocké ou jeté, ou en partie recyclé, mais on ne fait que inexorablement épuiser la matière première. Donc, la solution ou les stratégies de réponse s'inscrivent nécessairement dans une logique de moindre consommation et dans une logique de plus grande circularité des matières que je vais essayer de développer jusqu'à présent. Juste encore quelques notions là, pour terminer cette première partie. Vous avez tous entendu parler du jour du dépassement, la situation des ressources de par le monde. On parle tous de l'Overshoot Day chaque année. Cette année, il a un petit peu reculé, mais depuis le 1970, si on raisonne en quantité de surface de matière consommée par rapport à la quantité de ressources que la Terre met naturellement, enfin produit naturellement dans ses cycles biogéochimiques ou biologiques ou géologiques, eh bien, il arrive un temps dans l'année où on consomme au-delà de ce que la Terre produit en une année en termes de ressources. Et donc, ce jour-là est calculé, c'est le jour du dépassement en français, l'Overshoot Day en anglais, et on voit bien que depuis 1970, il ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire que désormais, depuis quelques années, quand on arrive à l'été, la totalité des ressources que l'on consomme de par le monde tape dans les réserves de l'année suivante. Et donc, ça ne marche encore une fois que parce qu'un certain nombre de pays ont cette puissance industrielle de capacité d'extraction. Mais en réalité, si tous les pays du monde faisaient la même chose, ah ben là, d'un coup, ça ne le ferait pas parce qu'il n'y aurait pas assez de réserves pour tout le monde. Et donc, on est aujourd'hui sur un niveau d'extraction qui, ramené à l'ensemble des pays du monde, nécessiterait plus qu'une seule terre pour permettre de produire pour tout le monde. Alors, on voit ici un effort d'arrêt ou de ralentissement dû aux 2 mois de confinement à cause du coronavirus. 2 mois d'arrêt, ça n'a fait reculer que d'1 mois la date de l'Overshoot Day. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait faire ça tous les ans, théoriquement, bien entendu, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
dans le mode de consommation actuel pour arriver à endiguer cette réduction, cette consommation effrénée des ressources. Et en 1970, c'est une date qui est particulièrement intéressante parce que c'est la date du premier rapport du Club de Rome, 1972 exactement, hein, avec un rapport produit par des étudiants du MIT qui s'appelait The Limit to Growth, hein, les limites de la croissance. Déjà en 1972, on pointait les limites de la logique extractiviste des sociétés humaines d'aujourd'hui. Alors l'idée n'est pas évidemment de dire il faut arrêter de se moderniser et d'arrêter de construire et de se développer. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de le faire un peu à l'instar de ce qui se passe dans la nature, dans l'environnement. Les déchets, la nature en produit, le milieu naturel en produit, une cellule d'un être vivant en produit. Mais la grande différence avec les êtres humains, c'est que tous les déchets produits naturellement par les organismes vivants sont rebouclés. Ils sont recyclés dans le milieu naturel, dans un écosystème. Or, nous, on ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'on crée des trous, on stocke tout ça, et puis un jour, peut-être qu'on en aura besoin, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas le cas, et on couvre les surfaces, de nombreuses surfaces, de nombreux hectares à travers les différents pays du monde de décharges, d'objets, enfin de déchets en tout genre qui ne sont absolument pas valorisés, à minima, hein, peut-être avec un peu de biogaz ici, etc., mais bien en deçà des enjeux et de la valeur de ces ressources. Donc pour conclure, hein, on peut dire que, alors pas à mon exposé, mais c'est la première partie, les ressources naturelles constituent un stock fini, hein, donc elles sont épuisables, et donc on ne le répétera pas suffisamment, jamais suffisamment. C'est à l'échelle de nos générations, alors peut-être pas moi qui commence à être un peu vieux, mais en tout cas vous qui êtes jeune, vous verrez l'épuisement d'un certain nombre de ressources dans votre vie. Hein. Donc, et des ressources de tous les jours, pas des ressources, par exemple un certain nombre de terres rares comme l'indium, etc., le lithium. Alors, le lithium, on peut le retrouver dans l'eau de mer, donc c'est peut-être plus compliqué. Mais il y a un certain nombre de terres rares qu'on utilise, par exemple, pour les aimants permanents, pour fabriquer des éoliennes, pour fabriquer nos smartphones, etc., qui vont être au rythme actuel de consommation et au rythme actuel de découverte des ressources géologiques, eh bien, qui seront épuisées à une échelle de 20 ans. Hein, donc, le CNRS en France parle de 15 ans. Donc, il est absolument indispensable de reconsidérer la manière de produire. Et donc, nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'exploitation facile des gisements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que quand on vit aujourd'hui l'extraction de ressources fossiles, gaz, pétrole, dites de schiste, bah, c'est ni plus ni moins que l'extraction des fonds de tiroir. C'est-à-dire que les gisements faciles à extraire ont été épuisés. Donc aujourd'hui, on va chercher les vapeurs, on va chercher ce qui est diffus dans la roche et absolument plus les poches de la ressource totale. Les gisements futurs seront plus difficiles à exploiter, ils coûteront plus cher, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l'environnement. On le voit bien, l'extraction des pétroles et gaz de schiste aujourd'hui est très très impactante. Et il faut absolument réduire la consommation des matériaux les plus critiques, hein, je pense aux métaux rares et aux terres rares, en investissant sur la recherche de substituts et surtout sur l'éco-conception et sur la hausse du recyclage. Donc, la conclusion de cette première partie, c'est de dire tout recycler ne suffit pas, il faut forcément. Les ressources sont épuisables, elles commencent à s'épuiser et on va le vivre de notre vivant pour un certain nombre d'entre elles. Et donc, c'est en insistant sur la moindre consommation au travers de l'éco-conception, au travers des usages, on parlera aussi d'économie de la fonctionnalité. Est-on obligé de tous posséder tous les objets? N'a-t-on pas besoin parfois simplement d'un usage? Eh bien, que l'on va pouvoir commencer à définir l'économie circulaire. Alors, je vous propose d'aborder la deuxième partie. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est une notion, bien évidemment, qui a été définie dans le cadre des assises de l'économie circulaire. Mais en réalité, il y a plein de sources dans la littérature qui définissent cette logique-là. Elle est beaucoup plus ancienne qu'on veut bien le dire. En France, on l'a définie de la manière suivante. C'est un système économique d'échange, donc on garde la logique de l'économie, des échanges, de production qui, à tous les stades de cycle de vie des produits, de biens, de services, vise à augmenter l'efficacité d'utilisation, c'est-à-dire qu'on arrête la notion même de jetable doit être abandonnée. Fabriquer du jetable, ça doit devenir quelque part aujourd'hui une sorte d'hérésie au regard de la situation du tableau que je vous ai quand même dépeint. Donc l'efficacité de l'utilisation des ressources et de diminuer l'impact sur l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut quand même, quand on voit les moyens que l'on déploie pour extraire des poussières, pour arriver à concentrer quand même des kilos, c'est complètement déraisonnable vis-à-vis de l'environnement. Et puis, bien entendu, en maintenant malgré tout le bien-être des individus qui aspirent à des niveaux de vie confortables, sains, en pouvant justement s'alimenter, etc. Tout ceci n'est pas remis en cause, c'est simplement
on est dans un monde qui gaspille. Songez simplement que sur le gaspillage alimentaire. Un tiers des surfaces que l'on cultive dans le monde sont jetées à la poubelle. Il y a 35% du gaspillage alimentaire de par le monde. Un tiers des ressources alimentaires que l'on produit sont jetées, simplement parce qu'elles sont abîmées par le transport, dans l'exploitation, dans l'extraction, enfin dans la pêche par exemple, le gaspillage dans nos frigos, enfin voilà, les modes de distribution, etc. Il y a des tas d'étapes en fait dans le gaspillage alimentaire qui font qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir mangé en restauration collective, il suffit d'avoir vu une production agricole, il suffit d'avoir vu de la pêche industrielle pour voir le niveau de gaspillage des ressources que l'on exploite aujourd'hui. Et donc, juste par ce biais-là, par cette voie-là, on voit le niveau d'impact sur la ressource qui a bien du mal à se renouveler, d'épuisement des terres, et donc de non-accès à ceux qui ont besoin. Et donc, clairement, il est parfaitement possible de vivre confortablement aujourd'hui, avec un bon niveau de développement, tout en étant beaucoup plus économe, tout en étant beaucoup plus efficient, tout en étant beaucoup moins impactant sur l'environnement. Donc, l'idée de l'économie circulaire, c'est bien de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Alors, je vais développer pour dire, OK, c'est très bien, mais comment on fait ? Alors, il y a plusieurs approches de l'économie circulaire. Je vous en ai proposé 3. Donc, je vais vous présenter l'approche québécoise, l'approche canadienne, l'approche de la Fondation Ellen MacArthur et puis l'approche française. Et ce ne sont pas des vérités, ce sont des approches qui se rejoignent en fait dans leur logique. Au Québec, l'économie circulaire est définie de la manière suivante. On est assez pratico-pratique. On considère qu'effectivement, la production, c'est d'abord une logique linéaire, d'extraction, de transformation, de distribution et d'utilisation. Et à chaque étape, on essaye de reboucler, c'est-à-dire l'utilisation. Est-ce qu'on peut avoir des objets plus réparables, plus réutilisables, plus durables? Dans la distribution, de la même manière, est-ce qu'on a des produits qui ne peuvent pas, être, lorsqu'ils arrivent, par exemple, en date courte, lorsqu'ils sont avec des défauts, etc., malgré tout trouver, ou lorsqu'on parle de surstock, est-ce qu'on peut le trouver malgré tout des marchés au lieu de les jeter? Dans la transformation, on va voir tout à l'heure l'écologie industrielle et territoriale, on va voir comment fabriquer avec beaucoup moins de consommation de ressources et beaucoup plus d'économie, d'énergie notamment, et sur l'extraction également, extraire à tout crin, sans aucune précaution, a de tels impacts qu'il est tout à fait indispensable aujourd'hui d'arriver d'abord à savoir recycler les matériaux, par exemple de démolition, etc., avant d'aller extraire toujours plus loin, toujours plus profond, avec des impacts considérables. L'approche de la Fondation Ellen MacArthur, elle est inspirée sur une notion que vous avez sans doute déjà entendue quelque part, qu'on appelle le cradle to cradle, c'est la notion du berceau au berceau. C'est l'idée d'avoir une double boucle, c'est-à-dire tout d'abord une boucle que je vais qualifier plutôt une boucle organique, c'est-à-dire que ce que fait déjà la nature, c'est-à-dire que toutes les matières organiques peuvent retourner au sol et à la terre, réamender les sols en nutriments et permettent donc de refaire pousser en fait un certain nombre de plantes via la photosynthèse et ensuite de nourrir des animaux, etc. Donc c'est la boucle dite naturelle ou organique. Et puis on a une boucle dite technologique qui est la boucle des activités humaines, c'est-à-dire l'ensemble, et là on retrouve un petit peu l'approche québécoise, c'est-à-dire que pour chaque étape de la fabrication à la fin de vie du produit, il y a toujours une possibilité de réduire les consommations en énergie, en eau et en ressources, et toujours une possibilité d'augmenter la durée de vie, et toujours une possibilité de réutilisation des produits. Donc l'idée pour passer d'une économie circulaire à une économie linéaire selon la Fondation Ellen MacArthur, c'est de préserver les ressources, de consommer avec beaucoup plus de sobriété, d'être beaucoup plus efficient dans un usage. Regardez par exemple les déperditions énergétiques dans les immeubles, dans les appartements, dans les maisons. Donc on peut être beaucoup plus efficient dans l'usage et dans la substitution. Est-ce qu'on a vraiment besoin par exemple, on peut faire la substitution sous forme quantitative, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'autant et donc on réduit, ou sous forme qualitative, est-ce qu'on a besoin d'utiliser des matériaux dangereux comme du goudron, etc., des ressources d'origine pétrolière.
qui deviendront donc des déchets dangereux. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, on utilise ça dans la peinture, hein, plutôt des peintures acryliques à l'eau, plutôt que à base de solvants d'origine pétrolière. Donc, c'est l'accumulation de ces différentes étapes qui permet effectivement cette plus grande sobriété et donc une orientation vers une économie circulaire. Et puis enfin, et c'est celle sur laquelle je vais m'attarder ce soir, l'économie circulaire selon l'approche française. Alors, n'y voyez pas de meilleur modèle qu'un autre. En fait, c'est toujours la même chose présentée de différentes manières. En France, on a choisi de l'aborder de manière un petit peu cyclique, enfin comme dans les autres approches d'ailleurs, mais en reprenant un certain nombre de choses qui existaient déjà. Il y a pour nous, enfin selon l'ADEME, on va dire, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie française, qui s'appelle maintenant l'Agence de la transition écologique et énergétique, 3 domaines d'application pour 7 leviers ou 7 piliers. Tout d'abord, on considère l'offre des acteurs économiques, c'est-à-dire l'extraction jusqu'à la mise sur le marché, hein, des objets, des biens et des services. Donc ça passe par tout d'abord une extraction et des achats durables, éco-concevoir les produits, éco-fabriquer, donc c'est l'écologie industrielle et territoriale dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai choisi comme exemple, et puis l'économie de la fonctionnalité qui est très importante dans l'économie circulaire parce que, encore une fois, est-ce qu'on a toujours besoin de posséder tous les objets? Est-ce qu'on n'a pas parfois pas besoin, et de plus en plus besoin simplement d'un usage? Et en France, ça se développe de plus en plus, hein, cette notion d'usage. Regardez sur Internet, c'est pareil, on achète de plus en plus des usages et non plus d'objets. Et donc ça, c'est aussi un levier pour moins produire de déchets. Ensuite, il y a, une fois que les produits et les services sont mis sur le marché, il y a évidemment les demandes, hein, des comportements et les comportements des consommateurs. Donc, il y a la consommation responsable avec l'ensemble des critères d'achat. Aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs sont sensibles aux critères d'achat, bien évidemment le prix, mais aussi l'origine de fabrication et bien évidemment la durabilité et le moindre impact sur l'environnement. Donc, on a tout au 1er janvier un nouvel indice de réparabilité qui arrive en France sur tout objet qu'on achète. Hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir maintenant un objet en fonction de son prix, etc., de sa composition, mais aussi de sa réparabilité. C'est notamment pour les appareils électriques et électroniques. L'allongement de la durée d'usage, hein, les 30 dernières années ont été finalement, par le déploiement débridé de l'économie, ont contribué à faire complètement disparaître pratiquement tous les réseaux de réparation, réemploi, réutilisation qui existaient. Quand j'étais petit, réparer un objet, c'était une évidence. Aujourd'hui, le simple fait de faire deviser, ça coûte plus cher que l'objet, parfois même. Donc, on a plutôt intérêt à acheter neuf, mais parce qu'on a construit une économie sur des coûts de fabrication qui sont faux, c'est-à-dire qui considèrent que ces coûts sont faibles, mais en réalité qui évincent un certain nombre de coûts, comme les coûts environnementaux qui n'apparaissent pas dans le vrai coût, à des coûts de transport qui sont pas chers, parce qu'en fait, on construit des bateaux tellement immenses que ramener au litre de fuel consommé, du coup, effectivement, ça n'apparaît, pour chaque tonne, ça n'apparaît pas cher, mais qui n'intègre pas, encore une fois, un certain nombre de coûts, et surtout la fin de vie du produit, quand il termine en décharge, là encore, c'est un coût faible. En réalité, il y a d'autres coûts incidents. L'épuisement de la ressource, on ne la mesure pas en termes économiques. Hein, le fait que dans 15 ans, cette ressource soit épuisée n'est absolument pas intégré dans le coût. Donc, on dit que c'est pas cher d'acheter neuf, mais en réalité, c'est totalement biaisé, parce qu'on a des coûts cachés qui ne sont pas pris en compte. On sait, par exemple, aujourd'hui, que pour 1 kg de déchets, on a au bas mot, je vais essayer de donner des ordres de grandeur qui soient justes, hein. On a au bas mot 4 à 5 fois autant de déchets dus à l'amont, c'est-à-dire l'extraction, la transformation et la fabrication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous jetez 1 kilo, mais en réalité, c'est ce kilo de déchets que vous jetez, il en a généré au moins 5 fois 5 kilos, parce que il est né, et c'est la partie cachée de l'iceberg, hein, parce que en fait, si on considère les déchets depuis son origine, l'extraction des matières, le transport, la transformation, la distribution, il y a eu encore à chaque fois des déchets. Donc, le réemploi et la réutilisation, c'est l'allongement de la durée de vie, c'est le 6e pilier de l'économie circulaire, et ça doit, après avoir choisi un objet selon un certain nombre de critères, on fait en sorte de le faire durer. Hein, c'est l'occasion, c'est le fait que l'on passe d'une génération à une autre, un certain nombre d'objets, etc. Donc, c'est reconstruire, reconquérir une durée de vie à un objet qui a une valeur et qui, il ne faut jamais perdre de vue qu'un objet que vous avez dans les mains, quel qu'il soit, c'est la somme d'un travail, c'est la somme d'une énergie consommée
d'un travail humain, d'une énergie consommée et d'une matière extraite quelque part, même si l'objet n'a en apparence aucune valeur, made in China, etc. Eh bien, et pardonnez-moi pour le jugement, mais voilà, enfin, on peut se dire qu'un objet n'a aucune valeur, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'on est derrière, qu'on a derrière tout un cheminement de ressources consommées. J'ai pour ma part, dans le cadre d'une mission, je vous donne des exemples, mais dans le cadre d'une mission en Guinée, en République de Guinée, visiter les mines de bauxite de Bokeh, hein, et j'ai bien vu comment l'extraction de l'aluminium là-bas couvrait là-bas en fait des surfaces forestières que l'on rase en fait de plus de 250 hectares, sur lequel l'extraction se fait sur 10-15 mètres de profondeur. Les camions roulent jour et nuit, 365 jours par an. C'est pratiquement le deuxième producteur mondial de bauxite. Tout ça est transporté par bateau au fioul lourd jusqu'en Chine. Ensuite, c'est distribué à travers le monde pour fabriquer différents objets en emballage aluminium, nos fameuses canettes de boissons. Et cette canette de boisson, elle est utilisée 2 minutes dans le meilleur des mondes, peut-être 20 secondes parfois quand on a très soif. Et ensuite, c'est jeté. Quel est le rapport, quelle est la rationalité de cet acte d'une ressource qui épuise un territoire, qui passe à l'as un certain nombre de ressources forestières et que l'on rase et ensuite dans des conditions de travail relativement peu glorieuses et ensuite effectivement pour un usage de 20 secondes. Est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête alors que le métal aluminium, hein, il a été produit par la Terre en plusieurs millions d'années en termes de concentration géologique, etc. Donc, on a un rapport à la ressource qui est complètement déraisonnable, complètement irrationnel. Hein. Donc, il est important de retrouver ce rapport à la valeur de l'objet. Et puis ensuite, la dernière étape, c'est le recyclage. Donc, pour l'ADEME, l'économie circulaire, ça se résume à ces 7 grands piliers. Hein, l'extraction, l'éco-conception, l'écologie industrielle des territoires, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage, pour enfin terminer sur le recyclage. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le recyclage n'y suffit pas. Ça ne suffit tellement pas que c'est en fait que la dernière partie d'une économie circulaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bâtir une économie circulaire que sur le dernier pilier, mais bien en cumulant l'ensemble des étapes préalables, depuis l'origine jusqu'à la fin de vie. Alors nous aurons, je pense, à la fin un temps de questions-réponses, hein, j'y répondrai. À l'échelon international, l'AFNOR a publié la première norme hein, pour les entreprises. Alors c'est pour l'instant une norme expérimentale, mais que les entreprises peuvent déjà s'approprier. La norme expérimentale relative à une économie circulaire, qui propose des exigences et recommandations pour l'ensemble des 7 piliers d'économie circulaire que je viens de vous évoquer, et que toute entreprise peut déployer dans le cadre d'un référentiel ISO, à l'instar d'un référentiel ISO 14001, ISO 9000, ISO 50000 pour l'énergie, etc. En France, on a également déployé tout récemment, en 2020, hein, le premier label en France, hein, des territoires économes en ressources. Hein. Nous avions déjà des territoires économes en énergie, donc maintenant avec Citergy. Donc maintenant, on déploie en France les territoires économes en ressources au travers d'un label de l'ADEME. Alors, j'ai eu la chance de participer à la conception de ce label dans le cadre d'une mission qu'Elsimaï Environnement a réalisée pour le compte de l'ADEME en groupement avec d'autres partenaires comme iCare Consult. Et donc, ce label, il permet d'accompagner les villes, les communautés d'agglomération, les territoires dans une démarche de gestion de la ressource au travers de 5 axes, hein, c'est-à-dire la définition globale d'une stratégie territoriale de l'économie circulaire, ensuite du développement des services et de réduction de collecte et de valorisation des déchets, qui est le métier historique de la ville, hein, que de ramasser les déchets et de les valoriser, mais aussi de déployer les autres piliers d'économie circulaire que je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas que le recyclage, il y a aussi l'éco-conception, l'économie de fonctionnalité, etc. Les outils financiers pour accompagner le changement de comportement, il faut amener les gens il faut les sensibiliser, les amener à appréhender les enjeux et à s'impliquer individuellement pour enfin développer la coopération et l'engagement des acteurs, c'est-à-dire le travail entre les entreprises et les territoires pour déployer une telle économie circulaire. En France, par exemple, vous avez quelques régions, comme la région Bretagne ou la région Centre, qui se sont fixées comme objectif aux horizons 2050, 2040, de devenir des territoires zéro déchet. Alors, pas que zéro déchet, sens fictif, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire
zéro déchet non valorisé, parce que dans la valorisation, on peut avoir par exemple la valorisation énergétique via l'incinérateur ou le remblaiement de carrière, hein, valorisation des matières inertes. C'est vraiment un objectif de zéro territoire avec zéro décharge et zéro incinérateur. Donc ça veut dire 100% d'économie circulaire déployée à l'horizon 2050. Donc ça veut dire de très gros changements dans les pratiques de consommation et d'usage pour les citoyens. Donc c'est pour ça qu'on fixe des horizons aussi lointains, parce qu'on sait que l'accompagnement au changement des individus, il va être très très long. Il existe de par le monde différents pays qui ont une loi, enfin une réglementation économie circulaire. Donc les premiers à avoir déployé en Europe une loi économie circulaire, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. Il en existe une depuis les années 90 au Japon également, la Chine depuis les années 2000. Et en France, depuis le 10 février 2020, on a mis en place, en fait, a été votée la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Alors, je vous passe les détails juridiques parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est l'idée, effectivement, de travailler sur des objectifs très concrets, d'une part de réduction des dépôts sauvages, de déployer ce qu'on appelle le principe pollueur-payeur, à travers des REP, des responsabilités élargies producteurs, c'est-à-dire que chaque metteur sur le marché finance la collecte et la valorisation des produits, donc ce qui l'oblige, lui, à prévoir des produits qui soient le plus facilement recyclables, etc. L'information du consommateur et puis des grands objectifs stratégiques. On a notamment traduit dans cette loi qu'on appelle loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire. On a mis en place, la France fait partie de l'Europe, donc on traduit aussi en droit national les directives. La directive, on a déployé dans cette loi la directive d'interdiction des plastiques à usage unique de l'Union européenne. Donc clairement, dès le 1er janvier 2021, d'ailleurs, un certain nombre d'objets jetables vont disparaître du marché. C'est-à-dire que tous les ustensiles jetables qu'on avait l'habitude de voir vont disparaître. Alors, on est obligé d'avoir maintenant des ustensiles réutilisables. Alors, c'est sûr qu'il y a des biais, et certains fabricants trouveront des biais, mais c'est la logique de changer de rapport à l'objet. Le jetable, c'est la pire des situations quand on parle des déchets dans les océans. Vous voyez énormément d'objets jetables, etc., d'objets à usage unique dedans. Donc, c'est vraiment le fait de changer de rapport à l'utilisation. Voilà pour l'économie circulaire. Donc, après avoir rappelé les enjeux, j'ai expliqué ce qu'était l'économie circulaire. Donc, une dernière partie, et puis je vais vous laisser ensuite la parole pour un certain nombre de questions si vous le souhaitez. La mise en pratique. Ok, c'est très bien tout ce que j'ai dit, mais concrètement, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a des pays qui le font? Comment ça marche? Alors en France, on en est au balbutiement, mais il y a un certain nombre de retours d'expérience. La première chose qui a été faite, c'est de créer un réseau des acteurs de l'économie circulaire en France, qui s'appelle économiecirculaire.org. Alors c'est un réseau qui va au-delà des frontières françaises, puisque c'est un réseau francophone et qui va intéresser notamment d'autres pays. Donc se trouve déjà par exemple la Suisse ici. Il existe également maintenant, ma copie d'écran est un peu ancienne, mais on a également le Québec qui est associé à ce réseau. Mais bien entendu, là j'étais pas plus tard qu'en octobre 2020 aux rencontres francophones de l'écologie industrielle et territoriale, donc le deuxième pilier. Oui, le troisième pilier de l'économie circulaire, je vérifiais sur mon affiche, j'avais un petit doute, où étaient présents plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, qui, dans le cadre de cette francophonie, pour partager les retours d'expérience d'économie circulaire ou d'écologie industrielle et territoriale dans différents pays, notamment ceux de la France et de l'Europe. Donc ça, déjà, il y a un réseau des acteurs de l'économie circulaire qui a été installé. Et ensuite, j'ai choisi de vous évoquer quelques chiffres clés, quelques orientations. Donc, je reprends un peu des éléments de ressources, mais on a calculé, enfin, il y a une association, l'association technique LATE, parce qu'il ne marchait plus, l'association technique énergie-environnement française a calculé que la méthanisation des sous-produits agricoles représente une valeur énergétique de l'ordre de 1000 millions de tonnes équivalent pétrole par an. C'est-à-dire que si toutes les résidus agricoles que produit l'agriculture, si on méthanisait cette matière, ces déchets, on produirait un biogaz, et ce biogaz permettrait, alors ça c'est des calculs théoriques, mais
juste la méthanisation de tous les déchets agricoles du monde permettrait de couvrir la consommation mondiale de gaz naturel. C'est-à-dire qu'en grosso modo, si on avait suffisamment de méthaniseurs de par le monde, on pourrait s'affranchir de gaz naturel juste sur nos déchets agricoles et même organiques, on va dire. Alors évidemment, c'est pas, on le sait aujourd'hui, le développement durable a démontré, il n'y a pas un modèle unique de développement durable, donc il n'y aura pas un modèle unique d'économie circulaire. Chaque pays, avec ses cultures, son environnement, son histoire, voilà, et ses aspirations, va construire son propre modèle. Donc, bien évidemment, il ne faut surtout pas vous dire, hop, il faut faire des méthaniseurs de partout. D'ailleurs, en France, on freine des cas de fer. Hein, autant il y a plusieurs centaines de milliers de méthaniseurs en Allemagne, autant en France, quand on n'en construit pas un tous les jours. Quoi. Donc, parce qu'en fait, il y a une plus grande diversité d'installations qui sont mises sur la table. Et en France, on a un peu cette culture de l'ingénierie, donc tout est réfléchi 20 fois avant de faire quelque chose, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pour montrer les potentialités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité aux situations catastrophiques que je vous ai montrées. Pourquoi l'économie linéaire a tellement mis à mal l'environnement? C'est parce qu'en fait, c'était une logique extrêmement simpliste. C'est-à-dire, on prend, la nature est là, enfin, est généreuse, ou en tout cas, on a des ressources, on les prend, on les transforme, on les fabrique et hop, on vend. Mais à aucun moment, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à il y a peu, hein, on s'est dit, en fait, cette ressource, déjà, elle n'est pas qu'à nous. Pourquoi nous et pas les générations futures? Et puis ensuite, est-ce que j'ai le droit de consommer en 100 ans les ressources fossiles, ou 150 ans les ressources fossiles que le monde vivant, enfin l'évolution géologiques et des écosystèmes terrestres ont mis des centaines de millions d'années à produire. Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre un indice de valeur sur la ressource fossile pour dire, au lieu de la vendre à 1 dollar le baril, comme ça se faisait tout au début des grandes aires de pétrole, on aurait dû mettre tout de suite des indices de rareté ou voilà, cette ressource, elle est largement épuisable. Donc on a besoin de sortir d'une vision extrêmement simpliste du monde en pensant que par rapport à l'abondance, on a toujours cru que tout était tellement abondant qu'on n'épuiserait jamais. Or, aujourd'hui, on est quand même tellement nombreux sur Terre et on est tellement actifs, proactifs, parce qu'on se développe, etc., on a envie de vivre, et bien qu'on épuise très rapidement la ressource. Donc, il y a vraiment besoin de complètement repenser le modèle. Donc déjà, sur la ressource gaz, il y aurait moyen de travailler, notamment sur la ressource biogaz, et ça se développe quand même pas mal en France. On a également ici, en 2020, les premiers territoires lauréats du label économie circulaire. Hein, donc ça veut dire que c'est la dizaine de territoires français qui ont été labellisés économes en ressources, hein, qui ont été capables de faire un travail ça a été présenté aux 4e assises de l'économie circulaire, et un plan d'action tel que, effectivement, ils allaient pouvoir accompagner les entreprises et les acteurs du territoire dans une démarche d'économie circulaire dans la durée, avec un véritable plan d'action opérationnel au travers de différents dispositifs de soutien de l'ADEME et de premiers résultats d'actions menées. Alors, je vais être très concret rapidement, parce qu'après, je vais vous montrer des exemples d'actions réalisées sur le terrain, parce que je pense qu'il est important qu'à un moment donné, on sorte un petit peu de la théorie et qu'on voit concrètement sur place, sur le terrain, comment ça marche. Je pointe également c'est un ouvrage d'un économiste américain hein, qui s'appelle Jeremy Rifkin, que vous connaissez sans doute, qui a conceptualisé la 3e révolution industrielle pour les territoires un petit peu socialement défavorisés, ou en tout cas pour accompagner des territoires qui avaient besoin d'une résilience économique avant de repartir. Et donc on a quelques territoires en France comme ça, comme les Hauts-de-France, qu'on appelait avant les Nord-Pas-de-Calais, ou les Pays de la Loire, où il y a eu besoin de mettre en place des plans d'action de 3e révolution industrielle qui intègrent notamment l'économie circulaire comme levier d'action. C'est-à-dire que l'économie circulaire, pour répondre à l'ensemble des actions amont, hein, d'éco-conception, d'approvisionnement durable, d'économie de la fonctionnalité, il faut faire beaucoup de R&D, il faut développer, il faut innover. Et donc, ça crée un tissu d'acteurs économiques de type start-up ou au contraire industrie, mais qui soit orienté vers ces actions-là. Et donc, tout ceci est soutenu par des plans d'action de région dans le cadre de ces dispositifs. Et ça permet de créer des réseaux. Par exemple, dans les Hauts-de-France, la région des Hauts-de-France, il y a plus de 1000 actions concrètes qui ont été financées et réalisées en 10 ans hein, grâce à ce dispositif et qui transforment petit à petit le paysage d'une région d'anciennes mines de charbon complètement délaissée et économiquement effondrée, vers un territoire très innovant aujourd'hui, très
proche d'ailleurs avant le Brexit, évidemment, on est très proche de l'Angleterre avec la possibilité de traverser sous la Manche avec le train pour commercer avec les Anglais. Et donc, évidemment, ça stimule une économie locale qui est repensée complètement en lien avec les territoires sur une logique d'activité économe en ressources le plus localisé, le plus relocalisé possible et avec le moins d'impact sur l'environnement. Donc, pour entrer un peu plus dans le concret des exemples, parce que là j'ai été quand même sur des grands principes, j'ai choisi de développer un des piliers de l'économie circulaire pour conclure mon propos de ce soir et ouvrir le débat et les questions. J'ai choisi de vous parler un des piliers sur lequel je travaille beaucoup, notamment, ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Donc c'est le troisième pilier de l'économie circulaire. C'est quoi l'écologie industrielle et territoriale? Certains pourraient vous dire, mais l'écologie, l'industrie, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de lien et c'est surtout antinomique. En réalité, c'est très pragmatique comme approche, mais c'est plein de bon sens. Si vous prenez l'exemple d'un écosystème, moi j'aime bien m'inspirer de la nature et le biomimétisme est aujourd'hui un champ de recherche et de développement tout à fait prometteur. Un écosystème est en fait un assemblage d'individus de différentes espèces qui vivent ensemble. Mais qu'est-ce que font ces différents individus de différentes espèces? Ils interagissent et ils échangent des flux de matière, d'eau, d'énergie. Alors évidemment, l'un mange l'autre, etc. Mais voilà, c'est ni plus ni moins ramené sur le plan scientifique à un échange de flux de matière, d'eau et d'énergie entre individus de différentes espèces. C'est-à-dire que la ressource de l'un devient, le déchet de l'un devient la ressource de l'autre. Et donc l'esprit de l'écologie industrielle et territoriale, des zones d'activité, puisqu'il faut effectivement la considérer des entreprises d'une même zone d'activité, c'est exactement ça. C'est de dire, au lieu d'avoir 40 entreprises qui chacune se débrouille dans son coin, les mêmes 40 vont consommer de l'eau, les mêmes vont rejeter de la vapeur, les mêmes vont prélever telle ressource, eh bien chacune, dans son process, regarde la diversité d'activités, va avoir des besoins et des surplus qui peuvent être éventuellement utiles à d'autres. Et donc typiquement, c'est l'exemple d'une entreprise qui produit de l'eau déminéralisée en déchets, alors que celle d'à côté, elle utilise une résine échangeuse d'ions pour fabriquer son eau déminéralisée. Donc pourquoi ne pas utiliser l'eau de l'entreprise qui en fabrique, enfin qui en a classé en reliquat? Alors peut-être pas dans les quantités attendues, peut-être pas dans les qualités attendues, mais en tout cas c'est peut-être un premier niveau de substitut plutôt que d'aller extraire elle-même sa ressource. Et j'ai plein d'exemples comme ça de substituts, de substitution, de mutualisation entre entreprises et qui permettent de créer un interfaçage de plusieurs industries entre elles. Et donc la plus connue d'entre elles, c'est le réseau Kalundborg, c'est au Danemark, la ville-port de Kalundborg, où depuis 1970, près d'une trentaine d'entreprises échangent des flux et des services entre elles. La chaleur de l'un va permettre de chauffer une serre, l'eau chaude de l'autre va permettre de créer en fait un élevage de poissons. Le biogaz produit de l'une va permettre de chauffer en fait des immeubles, etc. On a un certain nombre de ressources comme ça ou de déchets qui vont être assis sur le déchet de l'autre ou les besoins de tel autre. Donc il s'agit de créer deux formes de synergie, les synergies de substitution et les synergies de mutualisation. Alors concrètement, pour déployer, je vais vous prendre un exemple après, pour déployer des synergies d'échange de flux et de services entre les entreprises, eh bien, il y a plusieurs temps. Il faut déjà identifier une zone d'activité et donc on va essayer de mobiliser les acteurs. C'est-à-dire qu'il faut au travers d'une réunion de sensibilisation, on va amener les entreprises à leur proposer ce projet de travailler ensemble sur les échanges de flux et de services. Ensuite, on va faire une étude d'évaluation des potentialités. On va diagnostiquer chacune des entreprises pour essayer d'apprécier les potentialités d'échange de flux et de services. Ensuite, on va faire le point avec les entreprises, celles qui ont envie, celles qui souhaitent s'investir et au contraire celles qui pour l'instant ne sont pas dans un schéma économique qui permet d'aller vers ce modèle. Et puis
cette analyse de flux, elle va être caractérisée. On va quantifier les quantités d'eau, les quantités de déchets, de matière, d'énergie consommées entrantes et sortantes, et on va essayer de mettre en perspective les liens possibles. Ce qui va permettre des thématiques de mettre en perspective, ce qui va permettre de créer des thématiques de groupes de travail. Donc ces groupes de travail vont rassembler les entreprises par thématique, l'eau, les déchets, l'énergie. Par exemple, on peut faire des sous-groupes très détaillés, un groupe de travail sur les palettes, un groupe de travail sur l'eau pluviale, un groupe de travail, par exemple, sur le vrac organique, etc. Et on va là permettre aux entreprises de conforter leurs besoins, leur envie d'aller sur cette thématique, et on va faire des petites études de faisabilité pour confirmer le déploiement de la synergie et ensuite évaluer comment, ensemble, avec chacune des entreprises, déployer les synergies d'échange entre elles. Donc, il va falloir passer des conventions, il va falloir faire venir un fournisseur pour faire une démonstration de tel ou tel compacteur ou de tel ou tel fournisseur de solutions. Et enfin, on va déployer la synergie au travers d'un contrat, un appel d'offres, etc. Aujourd'hui, en France, on a à peu près une centaine de démarches de ce type-là en France qui sont réparties dans les différentes régions selon différents niveaux de maturité que vous voyez ici. Donc, depuis l'incitation, enfin l'initiation de la démarche, jusqu'à la formalisation et l'élargissement à un plus grand nombre. Donc, elles sont réparties un peu partout sur le territoire. Et là, vous avez les niveaux de maturité. Certaines démarches n'en sont qu'au début, c'est l'essentiel. Mais on a quand même 2 démarches qui élargissent aujourd'hui vers d'autres territoires, après avoir atteint un très bon niveau d'échange entre les entreprises qui ont joué le jeu. Donc tout ceci, effectivement, on peut nous emmener sur des délais assez longs. C'est compter au moins 1 an par étape, voire le 2. Donc on peut facilement s'inscrire sur une décennie pour couvrir les 4 niveaux de maturité, enfin les 5 niveaux de maturité que peuvent représenter une telle démarche. Donc c'est un travail qui s'inscrit dans le temps long. Il faut accepter de ne pas être dans l'immédiateté, mais les gains derrière, les potentialités derrière sont tout à fait considérables. Alors, je vais prendre pour exemple une démarche que j'ai accompagnée, par exemple, ici au Grand Port Maritime de La Rochelle, dans l'ouest de la France. Donc c'est un port d'État sur lequel se trouve une zone d'activité économique d'une 50aine d'entreprises, des industriels de préférence, en particulier, puisque c'est un port vraquier, et près de 40 entreprises se sont impliquées dans cette démarche en signant une charte de développement durable. Et donc, on a fait pendant 1 an des diagnostics. Chaque entreprise a été diagnostiquée individuellement. On a passé une demi-journée par entreprise. On a trouvé une trentaine, entre 30 et 40 synergies potentielles qui ont abouti à 9 groupes de travail thématiques. Donc, ces 9 groupes de travail se sont tous réunis entre 3 et 5 fois, c'est-à-dire qu'il y a eu près de 30 réunions de travail, un peu dans ce format-là, à chaque fois entre 10-15 personnes présentes, donc les chefs d'entreprise, les responsables QSE, etc., les représentants du port. Donc, c'est 2 exemples de réunions que j'ai animées, et qui ont permis d'aboutir à 10 synergies déployées au total, ou en cours de déploiement. Donc, le Grand Port Maritime, par exemple, a mis en place des synergies autour des palettes, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui cherchaient des palettes, on achetait, d'autres en avaient en déchets, et donc les échanges ont été mis en place. Il y a une synergie très importante qui est en cours de déploiement autour de la méthanisation, c'est-à-dire que c'est un port vraquier, un port céréalier, qui a énormément de poussière de vrac de céréales, et ces poussières ont un fort pouvoir méthanogène. Donc, on a fait l'étude nécessaire pour concevoir un méthaniseur qui va permettre d'injecter au réseau biogaz au réseau gaz, le biogaz produit, et qui va alimenter ensuite une station GNV pour alimenter des véhicules de chargement du port. C'est-à-dire que du coup, en boucle fermée ou locale, on va avoir de l'énergie produite par les déchets du port. Une autre synergie qui a été déployée et qui a été étudiée, c'est l'usage des eaux pluviales, puisqu'on est sur un port où il y a énormément d'entrepôts, énormément de surfaces de toiture, et toutes les eaux, donc dans ce port, non seulement c'est un port qui a été solarisé, mais en plus, toutes les eaux pluviales sont en partie collectées. Un certain nombre d'entrepôts collectent les eaux pluviales pour alimenter une station de lavage de camions qui actuellement qui avant fonctionnait sur le réseau d'eau potable. Donc, voilà, je vous donne quelques exemples. On a également trouvé une synergie sur le plâtre. On a un broyeur à clinker à ciment sur le port
qui fait venir du gypse, donc du calcaire d'une carrière à plus de 100 km, et on avait un producteur, un prestataire déchets qui avait des déchets de plâtre, et on a fait l'expérimentation pour montrer que le plâtre issu des déchets, alors des déchets de construction, hein, pas des déchets de démolition puisqu'il est trop abîmé, lorsque l'on repassait ce plâtre de construction, de déchets de construction dans un broyeur, on obtenait en fait des granulats de plâtre qui intéressait en fait le broyeur à clinker, parce qu'en réalité, pour fabriquer le ciment, on injecte du gypse, donc qui est une ressource minérale, mais il faut le déshydrater, il faut chauffer pour déshydrater le gypse. Or, le plâtre est déjà déshydraté. Donc, on fait une économie de chauffage, et du coup, on fait une économie de transport sur 100 km, et on a divisé par 2 le coût à la tonne d'alimentation du plâtre entre la carrière à 100 km, alors que là, il avait sur place un gisement. Alors, le biais de cette synergie-là, c'est qu'il n'y avait pas le gisement dont avait besoin le cimentier. Il n'y avait pas suffisamment de tonnes, donc ça n'est qu'une partie. C'est-à-dire qu'on ne pouvait alimenter que 1000 tonnes par an en déchets, alors que le cimentier en consommait, je crois, 5 ou 10 000. Donc, du coup, ça n'est qu'une partie, mais bien entendu, c'est toujours une économie qu'il a pu engendrer. Donc, vous voyez, là, ce sont quelques exemples, mais en réalité, les potentialités de synergie dans une démarche comme celle-ci sont très, très importantes. Alors, je ne sais pas si je ne sais pas s'il est possible en fait de montrer une vidéo. Je ne suis pas certain d'ailleurs pour tout vous dire. Mais je vous ai mis dans le support que j'ai partagé, vous trouverez une vidéo de 2 minutes, là, parce que je vois effectivement que ça ne fonctionne pas, mon lien. Mais le lien, il est actif sur le… Attendez, je vais quand même faire un petit essai. Monsieur, je crois qu'il est possible de partager la vidéo. D'accord. Alors, je vais quand même faire un essai. Pardon. Voilà. Hop. Alors, je lance, et puis si vous n'entendez rien, vous m'interpellez. Hein. D'accord. Est-ce que vous voyez l'écran là de la vidéo? Oui, on va à la vidéo. Voilà, donc on essaye, et puis si ce n'est pas audible, vous m'arrêtez. D'accord. C'est bon, vous entendez le son? Non, pas encore. Ah. Donc, si vous n'entendez pas le son, c'est qu'effectivement, parce que moi, il est bien actif, le son, là. Il doit y avoir une priorisation. Je ne sais pas comment faire. Et je me demande si ça ne serait pas, en fait, à vous de le faire de votre côté. Écoutez, comme on n'a pas préparé cette partie, sur le support que j'ai partagé, il y a le lien de la vidéo. Hein. Et je vous invite à la regarder. C'est juste 2 minutes, hein, mais c'est une synthèse de notre mission sur le port de La Rochelle, qui est très intéressante puisqu'on montre deux synergies dans le détail avec des entreprises. Mais comme vous n'avez pas le son, c'est dommage peut-être de passer la vidéo sans le son. Voilà. Mais comme je vous ai envoyé le support, vous avez le lien. Hein. Vous voyez, quand vous passez la souris, vous voyez le lien s'afficher. Donc, vous pourrez la regarder. Donc, je vais remettre en projection. Je suis désolé, on aurait peut-être dû faire un essai avant. Voilà. Mais donc, sur cette démarche, hein, donc aujourd'hui, sur le port de La Rochelle, on est en train de recommencer la même démarche. C'est-à-dire que ça fait 4 ans maintenant que tout ceci a eu lieu, enfin de 2016 à 2018. Et donc là, on nous a recommandé une mission pour intégrer, cette fois-ci, les entreprises de la périphérie du port. On va intégrer encore 50 nouvelles entreprises à la démarche. Hein, donc, au final, on sera sur une centaine d'entreprises qui s'inscriront dans cette démarche de synergie de flux et de services. Et enfin, pour tenter de conclure, hein, mais j'espère que vous me… j'ai choisi en fait un témoignage que j'ai trouvé intéressant. C'est ni plus ni moins qu'un article de presse hein, que j'ai trouvé dans le journal Le Monde en France. L'entreprise Solvay, qui est dirigée par Madame Ilham Kadri, qui est directrice générale de Solvay, et qui dit clairement, alors c'est un témoignage que je trouve intéressant, parce que quand vous lisez l'article, c'est assez objectif en fait, hein, c'est assez pragmatique, c'est pas du tout une conviction, qui dit clairement les entreprises qui ratent le tournant vert vont disparaître. C'est-à-dire que pour cette chimiste franco-marocaine, patronne de Solvay depuis 2019, hein, issue d'un milieu à l'origine modeste, et ben,
elle évoque l'enjeu de la mutation radicale de l'entreprise de la chimie. Et alors, il se trouve que sur le port de La Rochelle, il y avait un site de Solvay, et c'était le seul site d'Europe à recycler les terres rares. Et ça, c'est un vrai. Alors, je vais vous raconter la petite histoire qui va avec. C'est que, en fait, les terres rares, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure très rapidement, mais pour ceux qui ont fait un peu de chimie ou de géologie, il y en a sur la table de Mendeleïev une bonne vingtaine. Hein. Je le fais à la grosse, comme on dit. Et en réalité, pour raffiner à partir d'une ressource de minerai, une terre rare, il y a un procédé par type de terre rare. Il n'y a pas un procédé qui est capable de les faire toutes. Donc c'est pareil pour le recyclage. Si vous voulez recycler un type de terre rare, il vous faut un procédé par type de terre rare. Et il se trouve qu'à Solvay et La Rochelle, ils avaient développé le procédé capable de recycler les terres rares issues des lampes à décharge, c'est-à-dire les lampes à économie d'énergie que l'on a déployées sur le marché européen et dans le monde pendant des années de 95 jusqu'aux années 2010 à peu près. 2015. Et il se trouve que depuis, on est passé aux lampes à LED. Et ce procédé, j'ai eu la chance de le visiter. Et il marchait très bien, simplement il coûtait assez cher, hein, parce qu'il y avait près de 40 étapes pour complètement raffiner la terre rare qui se trouvait dans chacune des lampes. Mais comme ces lampes ont été sortent du marché, ne sont pratiquement plus distribuées, et le procédé est devenu économiquement non rentable, il a été fermé. Et donc la proposition qu'on a fait à Solvay, qui a cette capacité de créer des tels procédés de recyclage, c'est qu'on s'est dit, attendez, à La Rochelle, un niveau d'ensoleillement pareil, énormément de panneaux photovoltaïques de partout, d'ailleurs la plupart des entrepôts du port sont solarisés, eh bien, on leur a dit, dans les panneaux photovoltaïques, il y a des terres rares, d'autres types de terres rares. Votre procédé, il pourrait être transformé, effectivement, pour recycler les terres rares du territoire. Alors ça, c'est pas fait en un clin d'œil, d'ailleurs, ils sont toujours à l'étude aujourd'hui pour faire ça, mais c'est pour dire qu'il y a des possibilités de résilience et de rebond pour toute activité autour du sujet transition. Il faut s'inscrire dans la réalité de la transition qui se met en place aujourd'hui au regard des enjeux. Et vous l'avez compris, on n'est pas tant. Il faut évidemment être sur un enjeu philanthropique, c'est-à-dire qu'il y a des vrais enjeux environnementaux de par le monde, et c'est un enjeu de pérennité, tout simplement, de viabilité de vie sur Terre quand même, donc ça se discute. Mais c'est aussi un enjeu pragmatique, c'est-à-dire que pour s'inscrire sur les marchés d'aujourd'hui et de demain, c'est la demande, c'est aujourd'hui les orientations du marché. Donc c'est ce vers quoi, effectivement, les entreprises aujourd'hui, dans le cadre de la chimie verte, etc., pour prendre ces exemples, ont tendance à aller très clairement. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que j'ai su être clair. J'imagine que vous avez peut-être quelques questions, donc écoutez, je suis à votre écoute et n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous remercie, monsieur. C'était vraiment très clair. Il y avait beaucoup d'informations. On a vraiment passé sur beaucoup de choses concernant l'économie circulaire et c'était vraiment très bénéfique. Je vous en remercie. Je vous en prie. Sinon, il y a une question ici. Essayez de l'afficher. La question, c'est quelles actions engager pour changer ce modèle, pour changer de modèle, et que faire en tant que consommateur? Alors, la question est vaste. Alors, ça passe par la bonne volonté des acteurs, ce changement de paradigme. Donc, si on prend l'exemple de la France, qui n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, l'économie circulaire, elle est venue par les territoires, par les collectivités, c'est-à-dire par les villes et les agglomérations qui ont initié, d'une part, des actions de sensibilisation auprès des consommateurs et d'autre part, des actions de sensibilisation auprès des entreprises. Et donc, par exemple, les démarches d'écologie industrielle et territoriale dont je vous parlais là, c'est souvent les territoires qui initient les études premières, donc les diagnostics auprès des entreprises, etc., pour impliquer les entreprises et mobiliser les entreprises pour qu'elles s'impliquent. J'ai fait, moi, je vais répondre après sur les consommateurs, j'ai fait, moi, 2 missions, par exemple, en Afrique de l'Ouest, une au Congo, Brazzaville, et une à Guinée-Conakry. Sur le port de Pointe-Noire au Congo, on a parlé d'économie circulaire. Alors, c'est très loin d'être abouti, mais en fait, ce n'est pas parce qu'on est sur un territoire en développement où on n'a peut-être pas les mêmes règles. En réalité, dans ces territoires-là, il y a les mêmes potentialités, parfois plus, parce qu'en réalité, on peut aller beaucoup plus vite, on est peut-être moins contraint par des aspects réglementaires, etc., pour mettre en place des premiers échanges. Donc, partout, et parfois, c'est du bon sens, parfois, c'est de l'ingéniosité. Et en fait, ça marche quand il y a de l'envie et de la bonne volonté.
En réalité, l'enjeu des groupes de travail que je vous présentais tout à l'heure, c'était de mobiliser les entreprises, de convaincre les entreprises d'y aller. Et une synergie moins importante en volume, en quantité, marchera d'autant mieux que les responsables d'entreprises concernées ont envie, alors que sur une synergie à très fort volume, avec plutôt des chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, ou qui ont d'autres contraintes, parce qu'il ne faut pas toujours porter des jugements, parfois ils ont des vrais soucis à gérer avant, prioritaires, eh bien, elle n'avancera pas. En fait, ça passe d'abord par vraiment l'envie des entreprises de dire on y va, on y croit et on va être démonstrateur. Donc, le fait que des pionniers, entre guillemets, des entreprises pionnières le font, le fassent, ben, ça crée des exemples qui amènent d'autres entreprises à y aller. Donc, c'est la mobilisation des acteurs, c'est le lien entre les entreprises qui permet ça. Au niveau individuel, eh bien, c'est dans la vie de tous les jours, c'est son acte d'achat quotidien. On est des consommateurs. Alors, il y a deux choses qu'on a le droit de faire généralement, à peu près, hein, selon les endroits où on vit. Donc, si je commets des impairs, vous me pardonnerez. C'est généralement donner un avis en votant ou de consommer. Donc, en tout cas, dans la consommation, on a un pouvoir qui est d'orienter l'acte. Parce qu'évidemment, on se dit on est une goutte d'eau. Donc, une goutte d'eau, bah, c'est rien, mais la mer est faite l'océan est fait de gouttes d'eau. Et donc, si fois 10, fois 1000, on fait des actes d'achat qui orientent, et ben, l'économie sera orientée de fait. Sur cette histoire de la goutte d'eau, qu'est-ce qui fait les impacts environnementaux aujourd'hui? Ce n'est pas le fait qu'on détruise ceci ou cela, c'est l'effet de masse, c'est-à-dire que le milieu naturel a une capacité de régénération et de résilience très forte. Vous protégez par exemple 50 hectares en mer pendant 20 ans et vous retrouvez un niveau de ressources des années 50. Donc le milieu a une capacité de résilience très forte. En fait, pourquoi c'est si grave aujourd'hui? C'est parce qu'on a un effet de masse. Donc si l'effet de masse marche sur les impacts, il marchera aussi sur l'influence de nos actes d'achat, de consommation. Donc, dans vos actes de consommation de tous les jours, il faut privilégier l'usage, il faut privilégier le réparable, il faut privilégier la durée de vie de l'objet. Il y a l'ADEME qui a fait des calculs. Chaque année gagnée sur un appareil électroménager, c'est 100 € d'économie. Alors, c'est des chiffres français, donc vous ne pouvez pas les transposer vers vous, mais en réalité, renouveler ces appareils très très vite. Ça montre d'ailleurs la folie de l'économie qui est de dire de toute façon ça ne marche que par le renouvellement, hein, c'est l'obsolescence programmée. Prolonger la durée de vie, ben, c'est des économies pour le portefeuille déjà. Donc, en plus là on a la chance d'avoir un truc qui non seulement ça réduit les impacts, mais en plus ça fait faire des économies financières. Donc, voilà, j'espère avoir su répondre un petit peu. D'accord. Une autre question, monsieur, c'est comment impliquer les jeunes et créer en eux ce mindset circulaire, d'économie circulaire? Oui. Alors ça passe par ce que je fais là, c'est-à-dire que si je suis moi dans mon travail, je travaille d'abord dans un bureau d'études, mais je passe une partie de mon temps aussi à l'université, c'est-à-dire que je donne des cours, donc c'est la sensibilisation. Donc c'est pas forcément des cours, hein, ça peut être simplement une association qui se crée autour de l'économie circulaire et qui sensibilise dans les grandes surfaces, etc. Alors au début c'est un travail de pèlerin, c'est-à-dire que vous êtes tout seul avec votre bâton à expliquer quelque chose que personne n'a envie d'entendre, puisque quand on a accès aux biens de consommation, ben, c'est plus facile de se dédouaner, de dire de toute façon, ce n'est pas mon problème, c'est les problèmes des industriels, ils n'ont qu'à nous fabriquer des choses moins polluantes, etc. En réalité, on est tous responsables de ce qui se passe. Hein. Et moi, le premier, dans ma vie de tous les jours, encore aujourd'hui, malgré mes 50 ans révolus, j'essaie encore de changer mes pratiques, mais ce n'est pas parfait. Hein. Donc, c'est la sensibilisation, c'est la formation, donc c'est passé par le système à la fois dès l'école scolaire, mais aussi universitaire, et donc créer des cursus de formation dans ce sens, et ensuite former des spécialistes, des ingénieurs ou des techniciens, enfin qu'importe le niveau, c'est surtout des gens capables d'expliquer et de montrer. D'accord. Et une dernière question, je crois, une troisième et dernière question. Quel est le pourcentage des entreprises à adopter l'économie circulaire pour que le jour consommation des ressources annuelles correspond au dernier jour de l'an? Donc, quelqu'un qui a bien suivi effectivement le propos. Il faudrait que la majorité des entreprises du monde fassent cet exercice-là. Donc, on en est encore assez loin, puisque l'économie circulaire, c'est quelque chose de récent. Enfin, en tout cas, de manière portée politiquement, portée réglementairement,
en Europe et dans le monde, c'est quelque chose on parle de 10 ans là, à peu près d'existence. Donc, c'est encore quelque chose d'extrêmement minoritaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les chiffres sont extrêmement bas en termes de rebouclage. Donc, il faudrait qu'une majorité, c'est comme le virus en fait, il faudrait une majorité de gens immunisés, là c'est pareil, il faudrait une majorité d'entreprises qui s'inscrivent là-dedans. Simplement, il faut bien commencer un jour. Donc, c'est fait, on a commencé. Donc, le chemin est engagé. Et en réalité, ne croyez surtout pas que c'est le propre de pays avec beaucoup de moyens ou moins de moyens. Je pense qu'à tous les niveaux, même au niveau de l'artisanat, on peut avoir de telles pratiques. Et même très souvent, je pense, ça se passe sur le terrain avant que ça se passe dans des ministères ou je ne sais où. Sur le terrain, il y a des gens extrêmement ingénieux qui sont capables tous les jours de faire preuve déjà de bon sens, puisque restons modestes, là ça me paraît absolument extraordinaire tout ce que je vous dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On réinvente beaucoup, on remet sur le tapis beaucoup de choses qu'on a oubliées et que les anciens faisaient dans les anciennes générations. Donc composter, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, ça se faisait toujours avant, ça se faisait avant, on le faisait plus. Donc il faut, pour essayer de respecter le sens de la question, il faut effectivement qu'un maximum d'entreprises puissent y aller, mais c'est chacun à son échelle, voilà, chacun fait sa part. Donc, c'est pas ni vous ni moi qui changeront la destinée du monde. Mais voilà, moi, dans une vie que j'ai choisie autour de l'environnement, j'ai quand même accompagné dans ma carrière déjà 300 entreprises, 300 clients dans des actions concrètes et j'ai déjà formé 1000 étudiants qui ont été masterisés. Donc, c'est pas grand-chose, mais si chacun de ceux-là font la même chose de leur côté, si chacun d'entre vous, futur ingénieur ou ingénieur déjà, vous faites la même chose, par effet de boule de neige, vous voyez, vous obtiendrez des résultats. Donc, travaillez à votre échelle, dans votre environnement immédiat. Le reste, voilà, c'est triste pas, moi non plus, mais c'est comme ça que ça peut fonctionner. Oui, je confirme ce que vous avez dit, monsieur. C'est vrai. Voilà. Donc, je crois que c'était la dernière question. Très bien. Oui. Sinon, je vous remercie énormément Je pour vous en cette. prie, c'était avec plaisir. Oui, c'est une vraiment excellente présentation. On a presque balayé tout ce qui concerne l'économie circulaire. Il y avait beaucoup d'informations. Et je crois que c'était bénéfique pour les élèves ingénieurs et aussi pour les autres qui veulent tout simplement s'informer sur ce sujet qui est un sujet de futur, bien sûr. Très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager mon support. Je vous l'ai envoyé par mail. Donc si vous voulez en PDF, là, vous pouvez leur transmettre, bien évidemment. Oui, d'accord. Donc sinon, Wassim, est-ce qu'on peut arrêter déjà le live? Si c'est coupé.